Bonjour Monsieur Bédard. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Institut économique de Montréal. Merci à vous. Pour commencer, pourriez-vous nous décrire la mission de l'Institut économique et le rôle que vous y jouez, s'il vous plaît? Donc, la mission de l'Institut économique de Montréal est une mission d'éducation. Donc, le but, c'est de faire de l'éducation sur l'économie, sur l'analyse économique et la façon dont les politiques publiques influencent la prospérité au Québec, mais aussi influencent tout un tas d'autres objectifs de société. Ma mission ici, c'est que je suis un économiste, donc j'ai fait une thèse en économie. Les thèmes qui sont abordés par l'Institut économique, ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Et ce que je fais principalement, c'est écrire des rapports, écrire des articles pour la presse, écrire des billets de blog, où on essaie de faire de cette mission d'éducation économique et qui s'adresse particulièrement au grand public. On ne s'adresse pas au public universitaire, on ne s'adresse pas aux professeurs d'université, on ne s'adresse pas aux étudiants, on s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde, et c'est pour ça qu'on parle dans les forums où on parle, comme le Journal de Montréal, comme le Huffington Post, qui sont vraiment des médias grand public. D'accord. Donc il s'agit d'une mission de vulgarisation à destination du grand public. Et est-ce qu'on peut aussi parler d'un think tank? Ben, c'est un think tank dans le sens où ce à quoi on s'intéresse tout particulièrement, c'est les politiques publiques. Mm-hmm. Donc la façon dont la législation, dont la réglementation, donc si la fiscalité par exemple, influence l'économie, influence la vie de chacun. Donc, dans ce sens, oui, on est un think tank. Et donc, oui, ça fait notre mission de faire de l'éducation économique, et en particulier sur ces thèmes-là. Et justement, en parlant de l'impact de l'économie sur la vie du citoyen canadien, dans l'un de vos billets les plus récents, vous expliquez que le Canada est passé 5e dans le rapport sur la liberté économique dans le monde, donc en 2016. Pouvez-vous nous résumer en quoi consistent justement les critères de cette liberté économique? Donc, la liberté économique dans le monde, c'est un classement qui s'intéresse à la liberté économique. La liberté économique, c'est la liberté de faire des choix soi-même. Donc, il y a plus de liberté économique quand les choix économiques sont plutôt confiés aux individus plutôt que confiés au processus politique. Donc ça reste un petit peu abstrait. Donc, la façon dont c'est mesuré, c'est en s'intéressant en particulier aux institutions, et le genre d'institutions que ce classement observe, c'est par exemple la taille de l'État, la façon dont l'État intervient dans l'économie. La logique, c'est que plus l'État prend de décisions dans l'économie, plus de choses relèvent de ses processus, et moins il en reste pour les individus. Ce classement s'intéresse aussi au système juridique et au droit de propriété. Le droit de propriété, c'est ni plus ni moins le droit de choisir ce que vous allez faire avec ce qui vous appartient. Aussi, la liberté du commerce international, le droit de choisir avec qui vous allez commercer, peu importe si c'est votre voisin ou si il habite à l'étranger. Mm-hmm. Et bien sûr, la réglementation économique, qui par définition, le but est de restreindre votre éventail de choix possibles que vous faites avec votre entreprise, que vous faites avec votre propriété, dans des transactions. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment la liberté économique correspond à l'éventail d'opportunités auxquelles un citoyen a accès par rapport à éventuellement l'intervention étatique. C'est ça, dans ses choix économiques. C'est l'éventail de ses choix. Voilà. Plus il y a de liberté économique, plus les choix sont soumis à l'individu plutôt que le processus politique. Donc c'est un classement qui s'intéresse vraiment à l'individu, au choix de l'individu. D'accord. Et est-ce que ces critères donc, que vous venez de mentionner, ceux de l'Institut Fraser, d'après ce que je comprends, est-ce qu'ils sont internationalement reconnus? Alors oui, on peut dire ça. En tout cas, ils sont reconnus par les publications scientifiques. C'est un classement qui est énormément utilisé. De 2002 à 2011, je crois qu'on a répertorié 400 articles scientifiques qui citaient ce classement. Dans l'immense majorité des cas, c'est pour dire que la liberté économique est corrélée avec quelque chose de positif.
que ce soit la croissance économique, que ce soit le droit des femmes ou encore négativement corrélé cette fois-ci avec la corruption. Euh, donc c'est des études qui se servent de ce classement-là pour voir quels autres phénomènes économiques vont de pair. Pourriez-vous peut-être nous expliquer comment le Canada est passé de 9e dans le classement à 5e? En fait, c'est surtout dû à ce qui se passe dans les autres pays. Parce que le classement du Canada lui-même ne change pas beaucoup depuis les toutes premières années pour lesquelles ce classement est dressé, les années 70. Le Canada a toujours été à peu près entre la 5e et la 9e place, bon an, mal an. Donc, quand ça fluctue, c'est très peu par rapport à des choix qui sont faits au Canada, mais beaucoup par des choix qui sont faits par les autres pays. Parce que notre pays est relativement stable à ce niveau-là. Mais de quels autres pays voulez-vous parler? Dans le haut du classement, on a donc en tête le premier pays, c'est Hong Kong. On a l'Australie qui est très bien placée. L'Arabie Saoudite, si je me souviens bien. Alors l'Arabie Saoudite, oui, c'est vrai, ou plutôt les Émirats Arabes Unis, je crois, qui est classé très haut. Donc il faut se souvenir que c'est un classement qui s'intéresse uniquement au côté économique et pas aux droits civiques, par exemple, où là, bien entendu, il y a plusieurs pays qui sont en tête du classement qui chuteraient légèrement et dans certains cas qui chuteraient beaucoup au croissement. Donc, juste avant, vous parliez des effets de cette liberté économique. Pourriez-vous nous décrire quelques-uns de ces effets au Canada que peut ressentir le citoyen canadien? Dans le cas du Canada, la liberté économique, c'est le fait qu'on ait une certaine liberté de choisir ce qu'on fait avec notre propriété privée. Ces effets les plus évidents, c'est le fait qu'au Canada, par exemple, la pauvreté est une condition qui est très temporaire. Il y a qu'un très petit pourcentage des Canadiens qui restent pendant une très longue période en dessous du seuil de la pauvreté. C'est par exemple le fait que on a établi qu'il y avait une très forte corrélation avec la condition des femmes, à la fois son accès aux études supérieures, mais aussi son accès aux services de santé, son accès à le pourcentage d'alphabétisation dans la société. Donc on peut dire que c'est un effet sur la condition de la femme au Canada qui se place 3e, si je me souviens bien, pour la liberté économique de la femme. Donc, les bienfaits de la liberté économique au Canada, c'est le même bienfait que dans la plupart des pays qui ont de la liberté économique. C'est le fait de pouvoir choisir soi-même de sa destinée, choisir soi-même de ce qu'on va faire de sa vie. C'est là l'essence même de la liberté économique. D'accord. Et en comparaison, que ferait, donc selon vous, selon l'IEDM, que ferait l'intervention étatique? Vous avez parlé de corruption un peu avant. En quoi la corruption est-elle liée à l'intervention étatique? C'est-à-dire que par définition, l'intervention économique de l'État a comme effet de limiter votre choix. Donc ça crée des incitations assez fortes pour essayer de contourner la réglementation. Et la façon que ça se passe très souvent, c'est en tentant de soudoyer un officiel ou en faisant la loi, tout simplement. Et donc, plus l'État intervient dans l'économie, et presque mécaniquement, il y a plus de corruption dans la société. C'est vrai un peu partout dans le monde, il y a une très bonne corrélation. Moins on a de liberté économique, plus il y a de corruption. Et donc le Canada n'échappe pas à cette loi. Il y a cette question, en fait, et vous avez parlé dans quelques-unes de vos publications des monopoles d'État. Par exemple, prenons la SAQ, donc la Société des alcools du Québec. Et l'IEDM, lui, propose une privatisation ou alors une privatisation partielle de certaines de ces compagnies gouvernementales. Donc, il y a la SAQ, mais aussi Hydro-Québec ou encore Post Canada. Pouvez-vous nous expliquer donc pourquoi vous suggérez la privatisation dans ces cas-là? Alors, c'est vrai qu'on parfois on a suggéré la privatisation
ou du moins l'ouverture à la concurrence, ce qui n'est pas tout à fait la privatisation. C'est lorsqu'on dit tout simplement, il va y avoir d'autres sociétés maintenant qui vont avoir le droit de faire cette même activité. L'un des très grands avantages, c'est en termes d'innovation. Les monopoles publics n'innovent pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'innover. Ou alors ils innovent que très peu et ça met des lustres. Pensons par exemple à la vente en ligne, à la SAQ. Ça commence à peine, le service n'est pas très étoffé, la livraison n'est pas très rapide. Lorsqu'on pense par exemple à l'éventail de services et de possibilités de livraison qu'offre Amazon, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'on pense par exemple aux cartes de fidélité qui sont monnaie courante dans la grande distribution, qui sont très fréquentes pour tout un tas de boutiques, la SAQ vient à peine de s'y mettre. Et on peut faire le même raisonnement à partir d'autres entreprises d'État. C'est probablement vrai sur le marché de l'électricité, c'est probablement vrai avec d'autres grands monopoles d'État. Donc le plus grand avantage dans ce terme-ci de la privatisation, ou du moins d'une ouverture à la concurrence, c'est, je dirais, en termes d'innovation. On a plus d'innovation. Mais la privatisation, pour beaucoup, est vue d'un mauvais œil, parce qu'elle ne privilégie que l'amas de profit plutôt que, par exemple, les intérêts d'une société, contrairement aux compagnies gouvernementales. Donc, pourquoi, selon vous, le privé serait-il plus bénéfique pour la société que les institutions publiques? Alors, c'est plus bénéfique parce que tout d'abord, que ce soit une entreprise privée ou que ce soit du public, les sociétés et les gens qui sont à l'intérieur de ces sociétés-là cherchent tout le temps une forme d'intérêt personnel. La grosse différence, c'est que lorsque c'est une entreprise privée qui fait du profit, ce profit-là ne vient que lorsqu'elle réussit à vous séduire, lorsqu'elle réussit à vous satisfaire. Si elle arrête de vous satisfaire, si ces produits ne vont plus, vous irez voir ailleurs ou vous arrêterez d'acheter leurs produits tout simplement. Il n'y aura plus de profit. Lorsque c'est un monopole public, si cette société ne vous satisfait plus, par définition, son monopole, vous ne pouvez pas le voir ailleurs. Dans certains cas, vous êtes même obligé d'acheter leurs biens lorsqu'on pense à le monopole de la santé, par exemple. Certains monopoles, vous n'avez pas le choix d'acheter l'assurance santé. Ça, c'est un exemple extrême, mais la même chose est vraie lorsqu'on parle de SAQ, la même chose est vraie lorsqu'on parle d'autres monopoles publics qu'on pourrait ouvrir à la concurrence. Le fait qu'il y ait du profit, c'est vrai, mais le profit, c'est un signal d'à quel point vous arrivez à satisfaire les consommateurs et à quel point vous répondez à leurs besoins. Donc le profit, c'est quelque chose de positif. C'est ça. En d'autres termes, si je vous comprends bien, ces compagnies privées ont tout intérêt à satisfaire vos intérêts, si elles veulent survivre, et donc c'est vous qui, quelque part, par votre propre intérêt, assurez leur existence même. C'est très bien dit. Les entreprises privées peuvent seulement survivre lorsqu'elles satisfont les consommateurs. Donc le profit, il faut le voir comme une espèce de signal qui vous révèle qu'une entreprise le fait bien, ou lorsqu'il n'y a pas de profit, elle ne le fait pas bien. Avec une entreprise publique, avec un monopole d'État, il n'y a pas ce signal. On ne sait pas. Et la plupart du temps, on se doute quand même qu'elles satisfont quand même pas trop bien. Dans certains cas, un petit peu mieux quand même, les besoins et les désirs des consommateurs. Je vois. Et donc, ce que je comprends, au vu des publications de l'IEDM, c'est que l'IEDM ne soutient pas les politiques donc keynésiennes, qui, elles, sont pro-intervention étatique. Qu'est-ce que vous pensez justement des mesures d'austérité du gouvernement Couillard, qui, lui, resserre la ceinture plutôt que ouvre encore les vannes des dépenses publiques? Alors, vous avez raison, souvent on s'est prononcé contre des mesures keynésiennes. On s'était prononcé pendant la crise financière de 2008 contre les plans de relance. Alors, à ce moment-là, le gouvernement voulait augmenter la dépense. Et même, il l'a fait, faire des plans de relance pour essayer de soutenir l'activité économique. Mais même si on écoute la
théorie keynésienne, ce qu'elle nous dit, c'est que vous devez relancer l'activité économique comme ça lorsqu'il y a une récession. Alors, je crois que même lors des périodes de récession, on ne doit pas le faire. Mais même si, admettons qu'on accepte la théorie keynésienne, en ce moment, le Canada n'est pas en récession. Donc c'est le bon moment pour essayer de réduire la dépense publique. C'est un moment opportun pour tenter de maîtriser notre endettement. Ce lundi, la dette du Québec a atteint 280 milliards. Donc, c'est de l'argent qui, pour la plupart, ne sera jamais remboursé parce que l'État emprunte continuellement. Donc, vos enfants et même vos petits-enfants continueront de payer probablement cette dette. Je vois. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais cependant, au vu de ces mesures d'austérité qui sont recommandées selon l'IBM et au vu de la bonne position dans le classement du Canada, est-ce qu'on peut parler d'un virage libéral pour le Canada? Est-ce que c'est un virage libéral à l'ère de Trudeau? Donc, il faut comprendre que le plus récent classement Fraser a été établi à partir de données de 2014. Donc, il y a toujours 2 ans de retard parce que ça prend du temps avant que toutes les données soient disponibles. Et donc, les données, si on veut être très factuel, là, sont toujours obtenues sous le gouvernement de Stephen Harper. Ceci étant dit, sous le gouvernement de Stephen Harper, notre classement de liberté a très légèrement baissé. L'indice a très légèrement baissé, particulièrement sous le poids des dépenses de relance lors de la crise financière. Est-ce que, dans un avenir prochain, sous le gouvernement de Justin Trudeau, on peut espérer qu'on ait une plus grande liberté économique ou une plus faible liberté économique? Ben, il faut regarder un petit peu en arrière et puis garder en tête que les différents gouvernements fédéraux ont eu très peu d'effet sur notre classement. Alors, bien entendu, à l'époque de Jean Chrétien et de Paul Martin, il y a eu une légère amélioration, c'est vrai, parce qu'on a quand même pris en main les finances publiques. Mais sinon, il n'y a pas eu d'énormes variations, même là. Donc c'est vraiment à l'échelle du Québec que... C'est à l'échelle provinciale. Voilà. Ce qui pourrait, par exemple, très fortement influencer le classement de la liberté économique du Canada, ce serait par exemple la situation en Alberta, où il y a quand même un virage très important qui est mené au niveau de la politique publique. C'est aussi la situation en Ontario, où là aussi il y a un virage très important. Si je prends simplement le cas de l'Alberta, c'est la province qui a l'indice de la liberté économique le plus élevé au Canada. Et donc, c'est elle qui nous tire vraiment vers le haut. S'ils prennent des décisions qui vont contre la liberté économique, ben, à ce moment-là, oui, on pourrait vraiment espérer, pas espérer, mais on pourrait craindre plutôt chuter dans la liberté économique plutôt que, faut se concentrer là-dessus, il faut regarder ça plutôt que ce qui se fait au gouvernement fédéral, qui, somme toute, a eu relativement peu d'effet sur notre classement. Je vois. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bédard. C'était un honneur et un plaisir. Merci à vous. Merci.